Regarde. Non mais il est trop chou. Il est pas trop beau. Non, mais regarde il comme est il est genre pas trop avec les beau. pattes et tout. Regarde, touche, Il comment c'est doux. Les oreilles, oh là là, les yeux. Oh, il est trop chou. Trop mignon, trop mignon. C'est un gremlins. Qu'est-ce que ça fait là? Eh, tu me regardes? Ok. Le moment est venu. Il faut que je vous raconte ce que les gremlins ont fait à ma famille et à moi. Noël 92. Jurassic Park n'existe pas, les enfants sont malheureux. Alors bien sûr, mon père fait ce qu'il peut. Il nous montre régulièrement, à mon frangin et à moi, Gremlins en allemand. Ça nous réchauffe le cœur. Et il nous avait acheté plein de petites figurines Gremlins. Un soir, alors qu'il va pour me dire bonne nuit, je l'ai vu marcher sur ce petit Gremlin sans fonte, qui s'enfonce directement dans le gras du gros orteil, sous l'ongle. Il saigne tellement, il crie. Ah, c'est comme ça qu'il est mort. Non, bien sûr que non, il n'est pas mort comme ça, il n'était pas hémophile. Alors moi, je tire sur le petit Gremlin sans fonte, et j'arrive pas à l'enlever, c'est fiché dans l'os. Mon père me dit, allez, viens, on prend la voiture, on va à l'hôpital. Je le vois qui s'approche de l'escalier, et là, il loupe la première marche. Son corps tombe jusqu'au rez-de-chaussée, et... Là, il est mort. Oui. Enfin non, c'est son pied qui est mort. Quadruple fracture de la malléole, les orteils en purée. Alors là, mon père me dit, tant pis, on va quand même à l'hôpital, vous allez m'aider à marcher avec ton petit frère, on va couper par le lac gelé. Et là, la glace se rompt. Mon père passe dans les ténèbres, il disparaît. Bon, cette fois, il est mort. Non, c'était un nageur de fond, il était très efficace, puis il avait un crâne extrêmement solide, alors il est passé en brasse, sous la glace, jusqu'à la berge. Puis là, à coup de front, il a brisé la glace. Mon père était grelottant, je l'ai séché avec mon petit frère, j'ai utilisé mon frangin pour faire une attelle, puis on est couru jusqu'à l'hôpital, comme on a pu. Alors là, ça a été très compliqué, ils ont tous couru vers lui, un médecin a voulu calmer mon père, il lui a tiré dessus avec un fusil hypodermique. Le problème, c'est que mon père est allergique aux seringues, donc forcément, tout de suite, œdème de coin, bah, ça gonfle. C'est là qu'il est mort? Ah non, pas du tout, en fait, c'est qu'on avait oublié ma grand-mère à la maison. Ma grand-mère qui faisait un peu d'hypertension, et il faut lui donner des cachets toutes les 6 heures. Forcément, on a oublié. Donc voilà, elle a gonflé, et bam! On l'a retrouvée derrière un buffet. Résultat, ils sont revenus. Plus sauvages. Eh bien, c'est la panique ici. Nous conseillons à nos clients d'investir tout ce qu'ils ont dans les boîtes de conserve et les fusils. Bonjour à tous, c'est Simon et je suis sacrément content parce qu'aujourd'hui, je vais vous causer d'un film qui est cher à mon cœur et qui est culte pour beaucoup de gens de la génération des années 80-90. C'est Gremlins 2 qu'a réalisé Joe Dante. Déjà, posons les bases. On va pas faire une simple critique où on passera en revue toutes les qualités ou les éventuels défauts du film. Pour une bonne et simple raison, le film a 30 ans et il y a un paquet de monde sur tous les formats possibles et imaginables qui a déjà fait sa critique de Gremlins 2. Vous le savez, on le sait, c'est un film passionnant, c'est un film bizarre, c'est un film génial. Plutôt que de le redire à nouveau, on va essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui fait la spécificité de ce long métrage et pourquoi est-ce que d'une certaine manière, à nos yeux, c'est un peu la suite qui a tué toutes les suites et donc bouleversé absolument la manière dont nous appréhendons les récits qui forment notre culture. Gremlins 2 est sorti en 1990. Et pour bien comprendre pourquoi est-ce qu'il détonne autant, pourquoi est-ce qu'il va à ce point-là laisser les gens comme deux ronds de flanc au moment de sa sortie sur le grand écran, eh bien, il faut se rappeler un peu qu'à l'époque, le statut des suites et de ce qu'on n'appelait pas encore les licences ou les franchises est très très différent de ce que nous connaissons maintenant. Il n'y a pas, on va dire, de super marques comme Marvel, comme DC, il n'y a pas de super-héros ou tout simplement de personnages dont on se dit qu'on va en faire des univers étendus, ça n'existe pas. Au contraire, généralement, en tout cas souvent, les suites sont des trucs que l'industrie hollywoodienne elle-même regarde avec assez peu d'intérêt, elle estime qu'il y a pas énormément d'enjeux artistiques dessus. En gros, on va confier à un réalisateur un budget un peu moindre que l'épisode précédent pour essayer d'attirer encore les spectateurs qui auraient envie un peu de kiffer, mais globalement, on n'y accorde pas beaucoup d'attention, pas beaucoup de soins, et on considère qu'on a assez peu de chances de faire péter les scores avec. En gros, ce sont des sous-produits de l'industrie hollywoodienne, et il est rarissime qu'on y accorde beaucoup d'intérêt. Or, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, pendant longtemps, Joe Dante n'aura pas voulu réaliser de suite. Et finalement, quand après des années, quand après plusieurs tentatives de développement infructueuses de Gremlins 2, le studio revient vers lui en disant « Ah, franchement, Joe, tu veux pas y aller ?» Eh bien, lui va y aller, mais en exigeant d'avoir un budget 3 fois supérieur au premier opus, et puis une liberté artistique totale. Et c'est ce qui va lui permettre de faire une suite complètement kamikaze, qui, philosophiquement, est là pour casser le logiciel hollywoodien. Rappelez-vous, en 1984, Joe Dante avait fait... il m'a mangé un chat dans la gorge. Oscar du meilleur raclement de gorge, 1984, une date pour tout Hollywood.
Rappelez-vous, dans notre vidéo consacrée à Gremlins premier du nom, on pointait une utilisation très particulière de ces vilaines bêtes et un sens bien spécifique. Cette équation, elle n'a pas fondamentalement changé dans Gremlins 2. Ce qui a changé, c'est son degré d'intensité et surtout c'est le décor. Parce que emmener tout ce petit monde, non plus dans une petite ville américaine, dans une petite bourgade bien tranquille, mais à New York, eh bien ça change le sens de ce qu'on raconte. Le décor de Gremlins 2, le décor quasi unique, c'est la Clamp Tower, qui appartient donc à un milliardaire, Monsieur Clamp. Pour Joe Dante, c'est un écho assumé et revendiqué à la Trump Tower et à la carrière de Trump, mania de la télévision, du divertissement, de l'industrie. Eh bien, c'est aussi le cas de son personnage de milliardaire, et c'est un personnage en fait donc qui embauche comme ça dans plein de métiers différents, avec des chaînes de télé, des scientifiques, enfin des industriels, bref, ce qu'on appelait à l'époque du film les yuppies, c'est-à-dire en gros ces cadres dirigeants super à la mode, vraiment in, enfin les winners, quoi, ceux qui réussissent dans le modèle américain. Eh bien, le film nous montre à quel point leur modèle est déshumanisé, hors sol, complètement fou. C'est vraiment une espèce de bulldozer qui roule sur les autres Américains, mais sur eux-mêmes, parce que ce sont des gens qui n'ont plus d'individualité, plus d'identité, plus de pensée personnelle, qui vivent comme ça dans cette espèce de grand corps dément. Et la preuve d'ailleurs, c'est à quel point ils sont devenus tarés. Si vous voulez, c'est le personnage de Clamp, qui est plutôt utilisé de manière comique, on s'en moque gentiment dans le film, eh bien, lorsque tout part en cacahuète, son seul réflexe, c'est de faire diffuser à la télévision une vidéo d'apocalypse qu'il a prévue en cas de fin du monde, qui rappellera d'ailleurs, avec un ton un peu sarcastique, un peu caustique, une fameuse vidéo de fin de vie qu'on peut voir dans Soleil Vert, qui est un chef-d'œuvre de la science-fiction. Et donc, cette Clamp Tower, qui est un lieu de télévision, donc un lieu de transmission des images, elle a un effet, c'est qu'elle prive tout de son sens et de sa réalité. Et ça, on le voit notamment quand on aperçoit quelques émissions de télé qui sont diffusées donc par Monsieur Clamp. Il y a un truc très frappant, c'est le moment où les Gremlins vont attaquer le tournage de l'émission culinaire. Rappelez-vous, dans le premier Gremlins, une des scènes les plus stressantes, angoissantes et flippantes, c'est l'attaque dans la cuisine. Il y a la mère de Billy qui essaye de s'en sortir face aux Gremlins, et on l'avait vu aussi dans la précédente vidéo qu'on avait consacrée au film, à quel point la mise en scène était éreintante, précise et brillante. Et bien là, on a quasiment la même séquence, vu qu'on a à nouveau une attaque dans un décor de cuisine, sauf que comme c'est une émission de télé, tout est factice, tout devient parodie, tout tourne à vide, les enjeux disparaissent, ce qui faisait peur hier fait rire aujourd'hui, ce qui fait rire aujourd'hui doit nous terrifier demain. Bref, cette phrase ne voulait rien dire, mais elle m'a donné l'air extrêmement intelligent, exactement comme les gens qui présentent les émissions de télé de Clamp. Je crois que la principale question que tout le monde se pose est « Créature, qu'est-ce que vous voulez ?» Et donc cette tour, cette immense antenne télé, qui est bien sûr une allégorie de la société néolibérale qui est en train de se construire à l'époque, en train de triompher à l'époque aux États-Unis, mais aussi une allégorie d'Hollywood et de son rapport au divertissement, eh bien tout ça est en train d'éviscérer les mythologies, de les rendre creuses, de les faire ressembler à des petites marionnettes évidées. Et bien justement, il y a une seule solution pour s'en sortir, c'est la destruction, c'est l'autodafé, c'est tout cramer. Et ce qui nous indique que c'est bien l'idée du film, c'est quand même le fait que ce bon vieux Joe Dante a eu envie d'organiser la rencontre entre le nihilisme rigolard, les Gremlins, et une des figures au cinéma du mal absolu, à savoir Christopher Lee, le légendaire interprète de Dracula. Est-ce que vous avez déjà essayé de résumer l'intrigue de Gremlins 2 ? Peut-être pas. En tout cas, si vous tentez le coup, vous allez vite découvrir que vous n'y arrivez pas, même si vous vous rappelez très bien du film. Pourquoi ? Parce que justement, quand a lieu cette rencontre entre les Gremlins et Christopher Lee, Joe Dante fait un truc extrêmement audacieux, complètement taré, qui normalement aurait dû détruire son film et qui au contraire le rend génial, c'est que là, il donne les clés du récit aux Gremlins. Ceux qui sont normalement les antagonistes, les ennemis, qui ne sont pas toujours présents à l'écran, dont les surgissements doivent nous impressionner, deviennent soudain le centre de l'action. Et pas seulement dans la logique des suites pourries, comme les Américains disent bigger and louder, genre on en veut plus et plus fort. C'est pas ça l'idée qui sous-tend ce principe, c'est que tout d'un coup, effectivement, comme tout doit être détruit, comme tout doit devenir fou, eh bien, c'est aux Gremlins de prendre le contrôle de la narration. Et du coup, ça pulvérise complètement l'architecture classique. On va de scénettes en mise en abîme, en truc méta, on n'est plus du tout dans une progression traditionnelle du récit, en tout cas pas complètement, et au lieu que ce soit simplement le bazar, le bordel, et que ça détruise notre investissement dans le récit, parce que Joe Dante est un génie, et parce que c'est un cinéphile énorme, il sait exactement comment faire pour que ça nous passionne. Et il nous indique
très vite qu'il va falloir arrêter avec la suspension d'incrédulité, il va pas falloir non plus regarder son film de haut, dans une des séquences qui est une des plus impressionnantes, surprenantes, et qui m'a terrifié quand j'étais môme, c'est quand il y a un personnage en régie, justement, hein, dans ce lieu qui symbolise à la fois la télévision, la technique du cinéma, Hollywood, le triomphe du néolibéralisme télévisé, télévisuel des années 90, bref, tout ce que le film aborde, et ben là, il y a un type qui nous dit « Mais c'est n'importe quoi les règles de Gremlins, et si jamais il y avait un avion qui était en l'air avec un Gremlins dedans, il est minuit, dans quel hémisphère, dans quel machin, comment est-ce qu'on fait pour le nourrir ?» Et ben là, à ce moment-là, la régie devant lui explose, un Gremlins sort et l'égorge, histoire de nous dire « Les gars, vous allez pas nous enquiquiner, maintenant, rien ne va plus, c'est le chaos. » Oui, attendez. Qu'est-ce qui arrive s'il y en a un qui mange à 11h du soir, mais qu'il lui reste un morceau de nourriture coincé entre les dents? Et donc, dans ce grand tourbillon, la première chose à détruire, la matière première de ce grand feu de joie, c'est forcément le film lui-même, voire le cinéma lui-même. Et c'est pour ça qu'on a autant de références, autant d'hommages, autant de films qu'on cite dans Gremlins 2, c'est parce qu'il est question de dire « Allez, on en finit avec Hollywood, on va tout péter ». Ça fait maintenant une vingtaine d'années qu'on nous présente Quentin Tarantino comme le cinéaste qui a permis l'apparition, on va dire, d'une pop culture autoréférencée, d'un cinéma qui est tout le temps dans l'hommage, dans la réflexion et qui se transforme en permanence en millefeuille de citations. Alors, non seulement c'est très réducteur vis-à-vis de Quentin Tarantino, mais il se trouve qu'il y a des auteurs qui, avant lui, ont initié ce mouvement et ont fait, on va dire, des grandes créations qui ont été en rupture par rapport à la manière dont on représente toujours le cinéma. Et Joe Dante en fait partie. Il en fait partie depuis le début de sa carrière. Sa carrière, elle a commencé tout début des années 70, quand il est allé trouver le pape de la série B, Roger Corman, pour lequel il a réalisé Hollywood Boulevard. Hollywood Boulevard, c'est un tout petit film, il coûte, je crois, 6 000 ou 60 000 $, enfin vraiment pas grand-chose, et il va le faire, bien sûr, en tournant, très rapidement, en très peu de temps, mais aussi en utilisant des chutes d'autres films, c'est-à-dire des morceaux de pellicule, de films qui avaient été tournés et non utilisés. Et donc il va faire un espèce de patchwork ultra cinéphile complètement délirant, il fera même une réflexion sur ce type de film-là dans un autre film qui s'appelle Matinee, qui est sorti en 1993, mais dans Gremlins 2, en 90, il va mener cette logique du patchwork, du puzzle cinéphile et cinéphage à un niveau méta complètement délirant. Et ça commence lorsque les Gremlins prennent possession du film. Ils en prennent possession au détour d'une séquence où tout d'un coup vous avez l'impression que votre téléviseur déconne parce que le volume des voix commence à changer. Et là, littéralement, on voit la bande magnétique exploser, enfin plutôt cramer à l'écran, et les Gremlins commençaient à se balader de film en film. Ils vont aller enquiquiner John Wayne, ils vont aller filer une dérouillée à Bugs Bunny, et ainsi de suite. Il faut savoir qu'il y a eu une version alternative de cette scène qui a été faite spécifiquement pour le cinéma à l'époque, et que Joe Dante à l'époque déjà se disait oui, mais je dois penser un format spécifique pour la vidéo, parce que l'exploitation du film en télévision et en vidéo, ça change tout, et je suis obligé de métamorphoser mon film en pensant à ça. Il nous dit donc que cette nouvelle manière de consommer les images, eh bien elle va amener les images à se mélanger, à s'hybrider, à s'interpénétrer, que les univers, les héros, les mythologies ne sont plus des choses totalement autonomes, totalement fermées, elles vont devenir poreuses, elles vont à la fois perdre en sens et en même temps se démultiplier. C'est précisément ce qu'on voit dans cette séquence, et c'est pour ça qu'à partir de là, eh bien, Gremlins 2 se transforme en espèce d'énorme tourbillon qui à la fois, quelque part, anticipe notre usage aujourd'hui de YouTube, parce que vous êtes en train de regarder cette vidéo, puis vous allez peut-être faire pause pour aller en voir une autre dont on vous a parlé, ou pour aller regarder un extrait du film, ou pour voir toute autre chose. Elle anticipe aussi le cinéma de Tarantino et son amour du collage, son amour du méta et vraiment de la mise en abîme, de la mise en perspective. Bref, Gremlins 2 nous annonce que le régime des images va être totalement bouleversé par une grande révolution numérique, et la force et la folie de Joe Dante, c'est de la pressentir et de la présenter donc d'une manière quasi métaphorique qui est absolument incroyable quand on la redécouvre aujourd'hui. Get the hell off my spread. Go on back to your own movie. Ce que fait Gremlins 2 vis-à-vis de sa propre mythologie et du fonctionnement d'Hollywood en général, c'est un petit peu ce qui se passerait si au lieu de vous apporter des cadeaux, le Père Noël descendait le 25 décembre par la cheminée et préférait plutôt égorger votre maman et lui faire caca dans le cou. Eh bien, effectivement, c'est inattendu, c'est audacieux et ça amène à réfléchir. On peut se demander si ce traitement complètement hystéro de la pop culture et cette avalanche de références, ça n'a pas influencé un collaborateur de longue date de Joe Dante. Je pense bien sûr à Steven Spielberg qui avait produit le premier Gremlins et qui, récemment,
dans Ready Player One a lui aussi organisé une énorme armada de références à la pop culture qu'il détruit littéralement dans son film pour permettre à la pop culture de se renouveler. Et en parlant de destruction, attention, il faut bien voir que dans Gremlins 2, nos amis les Gremlins, bien sûr ils nous sont sympathiques, parce que comme ce sont des agents du dérèglement, comme ils imposent une espèce de carnaval démentiel, bien sûr, c'est plaisant, puis ils nous font marrer. Néanmoins, Joe Dante reste très cohérent avec ce qu'il disait dans le premier, et il nous dit que les Gremlins sont aussi une forme d'appétit insatiable, l'appétit de leur époque, des années 90, et que justement, elle va les amener à une forme de conformisme et de destruction. Et ben comment est-ce qu'il nous le dit? Il nous le dit lorsque le Gremlins, qui est doublé en français par Richard Darbois, qui est doué de parole et qui est plus ou moins, on va dire, une espèce de porte-parole intello, qui est un peu le BHL des Gremlins, fait une intervention télévisée, et il va avoir des paroles assez clair sur les objectifs des Gremlins. Nous voulons la civilisation, nous voulons la Convention de Genève, la musique de chambre, Susan Sontag, tout ce que votre société a accompli en travaillant si dur pendant des siècles. Voilà à quoi nous aspirons nous aussi. Nous voulons être civilisés. Et in fine, c'est ça qui est génial dans Gremlins 2, c'est que jusqu'au bout, le film de Joe Dante reste ambivalent. Il n'est pas là pour nous dire « je pense que c'est ça le bien, je pense que c'est ça le mal, voici la voie à suivre, voici ce qu'il ne faut pas faire ». Non, les Gremlins sont à la fois ceux qui provoquent, ceux qui font tout dévisser, ceux qui font tout dérailler, mais peut-être paradoxalement ceux qui ramènent l'ordre. Ils sont à la fois les antagonistes, ils sont à la fois les moteurs, et finalement les objets d'empathie du récit. Mon geste était-il civilisé? Il est clair que non. Amusant, mais en aucune façon civilisé. Et du coup, c'est une œuvre qui est bien plus complexe qu'il n'y paraît, qui nous travaille le cerveau, mais à la scie sauteuse, et après une montée d'acide aussi puissante, il est bien difficile de regarder à nouveau d'un œil détendu et innocent une mauvaise suite d'un grand film. Eh bien, c'est tout ça, c'est toute cette dimension complètement folle de Gremlins 2 qui achève d'en faire un monument du cinéma américain. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de remater celle qu'on avait faite sur le premier Gremlins, mais surtout qu'elle vous aura bien donné envie d'aller redécouvrir ou découvrir les films de Joe Dante parce qu'il le mérite et que c'est un réalisateur qu'on adore. N'hésitez pas à la liker, à partager, à commenter, à vous abonner à cette chaîne ou à nous envoyer des sous, voire éventuellement les organes de membres bien portants et non fumeurs de votre famille. On ne sait jamais, les temps sont durs. N'hésitez pas à me laisser des messages atroces et à insulter ma maman, parce que moi, pendant ce temps, je m'occupe de la vôtre.